Bonsoir à tous, bonsoir à toi mon cher Jacques. C'est vrai que c'est un plaisir de parler de ton essai à différents titres, à ton titre personnel, mais aussi le titre du livre « Une Europe des régions ». Eh bien, je suis content que tu aies choisi ce titre. Au moins, on sait de quoi il s'agit, parce qu'on en reparlera, mais l'Europe et l'idée européenne, bon Dieu, mais on l'entend des centaines de fois par jour, et chaque fois, il y a une acception différente, on parle d'autre chose. Mais je voudrais commencer par parler de toi. On te connaît, je crois, Jacques Goyens, et on sait que la langue, la langue t'est familière. Tu es romancier, tu es poète à tes heures, et tu es aussi le professeur Goyens, c'est-à-dire que tu jettes un regard sur le monde qui n'est pas peut-être un regard critique spécifique, mais en tout cas un regard très attentif. Tu essaies de savoir comment vivent les choses autour de toi. Et enfin, je crois te connaître assez pour savoir aussi que tu es également un homme de défi, c'est-à-dire que tu ne vas pas choisir le plus simple, le plus facile, tu vas chercher ce qui nous entoure, ce qui nous encombre un petit peu, et puis nous voilà avec l'Europe. Alors, une petite question comme ça, Jacques, la première que je te poserai, c'est que finalement, nous sommes gavés d'Europe, du matin au soir, et souvent, quand j'entends parler d'Europe, je me dis, mais de quoi parle-t-on finalement? Est-ce qu'on parle de l'Europe ou de l'idée européenne? Qu'est-ce que as-tu éprouvé cela aussi quand tu écoutes? Oui, bonsoir à tous et à toutes. L'idée européenne, oui, c'est quelque chose qui est dans les médias, dont on entend parler à longueur d'année. Et moi, personnellement, je m'intéresse à l'Europe, je dirais, depuis toujours. En particulier, je suis romaniste de formation, mais j'ai enseigné l'histoire pendant une trentaine d'années, notamment l'histoire de l'Europe. Donc j'ai été amené à m'intéresser de près à tout ce qui s'est passé pendant ces 20 siècles, et même davantage, si on remonte à l'Antiquité grecque. Alors, de quelle Europe parle-t-on? Le plus souvent, dans les médias, on parle des institutions européennes. La Commission, c'est l'organisme dont on parle le plus. On parle du Parlement européen chaque fois qu'il y a élection, c'est-à-dire pas très souvent. Et puis, il y a aussi les sommets européens qui se déroulent maintenant toujours à Bruxelles et qui rassemblent les chefs d'État et de gouvernement, ou alors les ministres d'une compétence particulière. Et alors, toujours, c'est les problèmes qui sont soulevés par cette Union européenne. Et moi, je me suis dit, cette Europe, on lui reproche de ne pas être près des citoyens, de ne pas être proche des citoyens. Et je me suis dit, eh bien, si on abordait l'Europe autrement, du point de vue des régions. Et là, j'attire l'attention sur le titre. C'est une Europe, virgule, des régions. Région n'est pas le complément déterminatif de Europe. Et souvent, on lit vite, on dit une Europe des régions. Non, c'est pas ça. Je suis toujours intéressé par l'Europe en tant qu'institution politique, les 27 actuellement, depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Mais je me suis dit, je vais d'abord étudier, examiner de près la situation de 9 régions. Tout à fait, tu le fais, et on aura l'occasion de le voir, tu le fais avec une minutie, et c'est fait de manière particulièrement intelligente.
Mais une chose qui m'amuse beaucoup, figure-toi, c'est le mythe, la légende d'Europe. Alors ça m'amuse beaucoup, et on va voir pourquoi. S'il te plaît, raconte-nous la légende d'Europe. Bon, d'accord. Donc, Europe, tout d'abord l'étymologie, les spécialistes ont proposé plusieurs interprétations, mais ce que l'on a surtout retenu, ce qui apparaît le plus dans la culture, c'est le mythe d'Europe, n'est-ce pas? Europe est une princesse phénicienne, fille d'Agénor, roi de Tyr. Et alors, un beau jour, Zeus, perché sur son nuage, l'aperçoit, très belle jeune femme, bien roulée, et il se dit, oh là, celle-là, il me la faut. Il descend sur terre, il se transforme en taureau blanc pour attirer son attention, essayer de la séduire. Et alors, il l'enlève, c'est ce que raconte la légende. Il l'enlève, et après ça, il va lui faire 3 enfants, paraît-il, d'après la mythologie. Alors, il est assez curieux que l'Europe soit, disons, ait reçu en héritage culturel l'histoire d'un viol. Oui, tout à fait. L'Europe qui défend des valeurs de tolérance, d'ouverture, d'égalité entre les sexes, etc., etc. Et tu dis aussi qu'on passe des déesses finalement à la masculinité. Le monde devient masculin. Le pouvoir, en tout cas, le pouvoir. Ah oui, le pouvoir, pendant des siècles, a été aux mains des hommes. Non, ça, c'est incontestable. Mais toujours à propos de la légende, moi, je suis plus tenté par une interprétation différente. Et si Europe avait été consentante, peut-être, finalement, l'Europe est-elle le fruit d'une union ça, c'est la version expanchée et optimiste. Oui, bien sûr, et très personnelle, bien entendu. Non, c'est tout à fait amusant, mais ce que je veux retenir dans tout ça, c'est que finalement, ce que tu viens de raconter a provoqué chez les artistes des réactions diverses. Tu pourrais en parler un peu, là? Bien sûr, oui. Donc, en passant en revue, oui, il faudrait peut-être dire tout d'abord un mot sur la structure de l'ouvrage. Oui, et on en parlera aussi. Donc, après une brève introduction, j'entame le parcours de ces 9 régions que j'ai choisies de manière tout à fait aléatoire en fonction de mes voyages et de mes connaissances personnelles. J'ai commencé par une partie du Royaume-Uni, la partie, ce qu'on appelle le nord de l'Angleterre, avec notamment le Yorkshire. Et ensuite, en descendant du nord au sud et de l'ouest à l'est, je passe par la Wallonie, l'Île-de-France, la Catalogne, la Vénétie, la Bohême, la Saxe, Saint-Pétersbourg et l'oblast de Léningrad, et enfin je termine par la Grèce. Bien entendu, je ne pouvais pas échapper, je ne pouvais pas manquer de parler de la Grèce. Et donc, puisque tu m'interrogeais sur la vie artistique, oui. La vie artistique. Comment les artistes ont réagi par rapport au mythe Europe? Bien sûr, ça a inspiré les artistes. Des exemples concrets? Non, ça, je ne pourrais pas te donner de mémoire des exemples concrets. Des peintres, en tout cas? Oui, des peintres, des sculpteurs aussi. Oui, le mythe de l'Europe a inspiré l'art, mais peut-être pas exclusivement sur ce thème de la naissance de l'Europe, mais on peut dire que toute la vie artistique de ces 20 siècles, à partir de la Grèce, a été comme une explosion, un jaillissement de talent. Alors, si tu veux bien, je reprends ce que tu viens de dire, et on va développer.
Donc, quand on parle d'Europe, en général, on parle d'États européens. Et ici, tu es bien clair, on parle de 9 régions plutôt qu'un ensemble d'États-nations. Et nous savons que depuis 1994, je crois, à Maastricht, il y a un comité européen des régions. Quel est le pouvoir des régions par rapport à ce comité? Alors, mais justement, aucun, si ce n'est un pouvoir consultatif. Donc, c'est ce qui manque, à mon sens, aux institutions européennes. Tout le pouvoir est dans les mains de la Commission, c'est en quelque sorte le gouvernement de l'Europe. Il y a le Conseil de l'Union européenne qui donne les grandes lignes directrices, l'impulsion, et qui est à l'origine de toutes les grandes décisions qui se prennent, mais avec toujours cette difficulté de mettre les 27 d'accord entre eux. Donc il y a la règle de l'unanimité qui constitue une grande difficulté pour décider de quelque chose, que ce soit par exemple en matière de défense dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il y en a qui sont plus emballés que d'autres pour aider l'Ukraine. Donc c'est là toute la difficulté. Alors oui, je reviens au comité des régions. Voilà, c'est ça. Donc ce comité des régions existe. Il a son siège rue Bellière. Il est composé de 300, oui, donc il y a 300 régions en Europe. C'est pas rien. Hein. Puisque déjà en Belgique, nous en avons plusieurs. Et ce comité des régions, il est consulté par... il peut émettre des avis, rédiger des rapports, il peut faire plein de choses, mais il ne peut rien décider. Et pourtant, c'est une machine administrative aussi importante et aussi développée que la Commission européenne. J'ai relevé qu'il représente 100 000 collectivités locales et plus d'1 million de responsables locaux et régionaux. Cependant, comme ils n'ont pas de pouvoir effectif, on n'en parle pas. On n'en parle jamais dans les médias. Je suis persuadé que l'immense majorité des citoyens ignorent même son existence. Et par exemple, le président du comité des régions, est-ce que vous savez qui c'est? Non, je crois pas. Eh bien, c'est un certain Vasco Alves Cordero, portugais. Jacques, en lisant ton livre et en réfléchissant à la notion même de région, ben je suis allé voir ce que Renaud Denuy écrivait aussi à propos de l'Europe, et il disait ceci, mais je ne sais pas si tu penses la même chose, que la région est une valeur refuge en Europe, parce que finalement c'est là où sont les gens, bien entendu, voilà. Mais il dit c'est aussi une forme d'exaltation nationaliste. Et que là, il y a peut-être un problème. Est-ce que tu partages ce point de vue? Alors justement, l'exaltation nationaliste, elle est la conséquence, à mon point de vue, du fait qu'on ignore, on néglige l'importance des régions. Je suis en ce sens régionaliste parce que je suis partisan de donner plus d'importance aux régions. Mais cela ne veut pas dire pour autant que que le pouvoir des régions remplace celui des États. Cependant, si on attribuait plus d'importance aux régions, peut-être y aurait-il moins de tendances nationalistes. Et j'attire l'attention sur le fait que ces tendances nationalistes ont été pendant 20 siècles, même davantage, la cause de conflits. Je ne vais pas vous faire la liste des guerres qui ont existé en Europe depuis l'Antiquité. C'est énorme. Ça a causé des millions de morts. On parle de la Deuxième Guerre mondiale qui fut le drame absolu. Mais avant cela, il y a eu des guerres tout aussi meurtrières.
Et cela au nom des nations, de l'identité nationale. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il faut aussi s'intéresser aux régions et leur accorder davantage d'importance, davantage de pouvoir. Oui, oui. Comme contrepoids. Ce contrepoids, avec évidemment cette difficulté que l'on vient de parler incidemment, je pense à la Catalogne par exemple, l'Espagne, c'est que c'est quand même un problème, je veux dire l'Espagne et la Catalogne, Oui. une région, un État. Est-ce que c'est un exemple unique? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas un exemple unique, mais c'est l'exemple dont nous avons le plus en mémoire, puisque ces dernières années, donc on en a beaucoup parlé, avec le problème auquel a été confronté Carles Puigdemont, qui avait proposé en Catalogne, qui avait organisé un référendum, et ce référendum a été sauvagement réprimé par la Guardia Civile venue de Madrid. Alors, Carles Puigdemont proposait simplement un référendum. Moi, je trouve que c'était légitime. Et j'ai rencontré Carles Puigdemont, je lui ai demandé un rendez-vous et je l'ai rencontré au Parlement européen. Et il n'est pas violent, c'est quelqu'un qui veut simplement exercer la démocratie de la manière la plus légitime possible en demandant l'avis des citoyens. Mais le gouvernement de Barcelone, surtout à cette époque-là, c'était un gouvernement de droite. C'était le gouvernement de... je ne me rappelle plus son nom. Enfin, c'était la droite. Et il faut savoir que l'Espagne est restée un pays fortement centralisé. Il y a même encore des relents de franquisme dans la population, dans une certaine frange de la population espagnole. C'est Mariano Rajoy. Oui, voilà, c'était le Premier ministre, c'était Rajoy. Après ça, il y a eu Pedro Sánchez, qui lui était de gauche, et qui a décidé d'assouplir un peu, mais le problème n'est pas réglé. Enfin, actuellement, il y a eu des élections, mais on ne va pas détailler ça. Voilà. Si tu veux, il y a une question qui me paraît importante, c'est qu'il y a donc des éléments qui vont détacher les régions des unes des autres. Tu en as parlé un peu. Il y a aussi des éléments qui vont rapprocher les régions. Et je pense par exemple à la culture qui peut rapprocher les régions. Bien sûr. La religion peut-être aussi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, concernant la culture, heureusement, il n'y a pas de guerre culturelle, si on peut dire. La culture est un bien commun que l'on partage. Il y a eu autrefois des abus aussi, des puissances qui s'appropriaient des biens culturels. C'est ainsi que la frise du Parthénon se retrouve à Londres, et il y a d'autres exemples. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. La culture est un bien qui se partage, que ce soit les œuvres artistiques ou alors littéraires. Il y a des échanges entre les pays et entre les régions. Alors, concernant la religion, Oui. la religion chrétienne est inscrite dans l'ADN de l'Europe. La chose est peut-être aujourd'hui contestée, mais toute l'histoire de l'Europe a commencé, non, elle n'a pas commencé puisqu'il y a d'abord eu l'Antiquité, mais à partir de notre ère, toute l'histoire de l'Europe a été marquée par le christianisme, par l'établissement des églises, la construction des églises, des abbayes, les bibliothèques aussi, le développement des manuscrits. Bon, l'Église a commis des erreurs également, mais il n'empêche que c'était une base de l'unité européenne. Voilà.
Mais tu parles, et on va avancer dans notre propos, mais moi je trouve que tu cites fort bien à un moment, tu parles de la Wallonie, tu parles de Tournai, et tu cites Clovis, qui est né à Tournai, effectivement, en 465, tu le dis, et donc là c'est une autre histoire, c'est la région qui est en relation avec la monarchie française. Ah, mais oui, les frontières de la Wallonie ont changé un nombre considérable de fois. La frontière entre la Wallonie et la France, elle a fluctué au gré des guerres, des traités, notamment le traité d'Utrecht. Le traité d'Utrecht en 1713, c'est le traité qui a fixé de manière à peu près définitive la frontière entre la Wallonie et la France. Mais cela après que Louis XIV se soit généreusement servi de notre territoire et se soit, comment dire, n'ait pas hésité à bombarder la grande place de Bruxelles et bien d'autres villes wallonnes. Il y a des choses, quand on lit un peu plus attentivement ton livre, des choses amusantes tout de même. Quand tu parles de l'Île-de-France, tu dis, voilà, ça c'est l'obsession du monde politique français de tout contrôler à partir de Paris. C'est une façon un petit peu étrange aussi de considérer la région comme parfaitement ouverte à l'ouest. Oui. Donc en fait, il y a deux grands pays en Europe qui sont centralisateurs. C'est l'Espagne et la France. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, on en parlera après. Alors, pour ce qui est de la France et de l'Île-de-France, eh bien, toute l'histoire de la France montre que les rois de France ont toujours voulu, à partir d'un petit territoire qui était au début vraiment minuscule, s'étendre, acquérir des comtés, des duchés, de façon à étendre leur pouvoir et leur influence. Et cet esprit d'unité, de centralisme, s'est perpétué même au-delà de la Révolution française. En effet, à l'époque de la Révolution française, il y avait deux tendances au sein de l'Assemblée constituante et puis l'Assemblée législative. Ce sont les Girondins et les Montagnards, ou les Jacobins. Les Montagnards, ce sont les plus extrémistes des Jacobins. Et donc les Girondins, eux, ils avaient une vision plus fédéraliste de la France, tandis que les Jacobins, eux, ils voulaient que tout se décide à Paris. Donc, ça s'est maintenu. Et puis, ça s'est perpétué aussi à la Restauration, sous Napoléon. Et il en reste encore aujourd'hui quelque chose. Oui, Napoléon, Jean Lacroix, il en parle bien quand il dit, par exemple, Napoléon, c'est incroyable, il est défait à Waterloo, et on ne parle que de lui. Finalement, c'est le vainqueur absolu auprès des populations, et nous aussi, par ailleurs. Et il est resté un héros, oui, avec son mausolée grandiose qui se trouve aux Invalides, à Paris. Oui. Je vais proposer, pour connaître un peu plus avant l'Europe et les régions, de lire un passage, si tu veux bien, et après ça, je me permettrai, pour terminer, de parler un petit peu de la façon dont tu travailles. Si oui, d'accord. D'accord. Je t'écoute. Alors, je choisis le... Tu choisis le passage. Alors, eh bien, je vais lire un extrait du chapitre consacré à la Vénétie, et en particulier au génie italien. Bon, la Vénétie, la ville principale de la Vénétie, c'est Venise, je ne vous l'apprends pas, et c'est une ville qui a été construite dans des conditions vraiment invraisemblables, incroyables, puisque c'était un marécage. Donc il a fallu construire des fondations,
gigantesques. Un simple exemple, le Ponte di Rialto, qui est bien connu sur le canal Grande, il repose sur 11 000 troncs d'arbres qui ont été enfoncés dans ce... Vous imaginez, 11 000 rien que pour un pont. Alors, ceci témoigne du génie, au sens le plus large du terme, du génie italien. Mais ici, c'est du carnaval de Venise qu'il s'agit. Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle remontant au Moyen-Âge. Elle se déroule pendant la période qui précède le mercredi des Cendres. Ses origines remontent au XIe siècle et sont attestées dans les archives du premier doge de Venise en 1094. Le principe est d'abolir les contraintes sociales en vigueur pendant le reste de l'année. Le port du masque et du costume permet une liberté totale et place les différentes classes sociales sur un même pied d'égalité. Codifié à la Renaissance, le carnaval se répand ensuite dans toute l'Europe. Mais à Venise, il gardera toujours cette marque inimitable du luxe qui nous éblouit encore aujourd'hui. Cette marque inspirera les peintres du XVIIIe siècle, Canaletto, Guardi, Tiepolo et Longhi. À cette époque, le carnaval prend des proportions qui confinent au délire, jusqu'à 6 mois dans l'année. Sans doute pour tenter de masquer la peur engendrée par le déclin de la République. Après avoir connu des jours sombres, il fut réintroduit officiellement en 1980 avec des différences notables dans les jeux et manifestations. L'événement le plus emblématique qui ouvre le carnaval est le vol de l'ange. Une jeune fille, soutenue par un filin, s'élance du campanile jusqu'au centre de la Piazzetta. Défilés, processions et attractions se succèdent. Certes, l'atmosphère n'est plus la même qu'autrefois. Philippe Solers le déplore. Rien de plus faux, dit-il, parodique et grimaçant que le carnaval moderne. C'est un truc d'écran pour couturiers et sponsors divers. Extrait du dictionnaire amoureux de Venise. Oui. Voilà. Écoutez, on ne va pas peut-être continuer comme nous avons commencé, mais seulement je voudrais quand même dire 2-3 mots, si tu veux bien, Jacques, pour terminer, à propos de ton art, la façon dont tu vois les choses et la façon dont on te lit. En fait, les régions, ça te permet à toi de développer ta passion des gens, des terres, des aléas de l'histoire. Tu es d'une honnêteté intellectuelle sans faille. J'apprécie ton goût du détail, la finesse du trait, la précision et le soin de la langue. En fait, tu parles des régions, mais tu parles surtout des gens. Et en fait, à travers les régions, on sent très bien que le sang de l'Europe coule dans tes veines, je crois, mais tu rêves d'une Europe considérée peut-être autrement. Alors ma dernière question, rapide, est-ce qu'on peut concevoir un jour qu'il y ait en Europe un chef d'État régional européen? Excellente question, je te remercie. Effectivement, c'est ce qui manque à l'Europe. C'est une tête, un chef, comme tu dis, pour réaliser une véritable unité. L'Europe, telle qu'on l'a construite, a été d'abord économique, avec la création de la CECA, quelques années après la guerre, sous l'inspiration de Robert Schuman. Elle a été ensuite culturelle, ça c'est un point acquis qui est très important aussi, mais ce qui manque, c'est une Europe politique. Et cela est d'autant plus, cela manque d'autant plus qu'aujourd'hui, pour que l'Europe pèse dans le concert des nations, comme on dit, face aux toutes grandes puissances, il faudrait qu'elle parle davantage
d'une seule voix sans qu'il faille chaque fois parlementer entre les 27. Chers amis, merci. Une Europe des régions, richesse et singularité. Merci Jacques.